Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la partie potentiel électrostatique. Je rappelle simplement que nous avons déjà introduit par avant la notion de force électrostatique, de champ électrostatique, et aujourd'hui on va parler de potentiel électrostatique. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos remarques, vos questions, et aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, par un partage et par vos abonnements. Alors, le potentiel électrostatique. Pour définir le potentiel électrostatique, eh bien, on est amené à parler de ce qu'on appelle la circulation des champs électrostatiques. Soit un champ E. Alors, l'élément de circulation d'un champ de vecteur E, c'est-à-dire que, voilà, j'ai une charge électrique, elle crée au point M un champ E. Alors, sur une courbe gamma, qui va, voilà, gamma qui va de A jusqu'à B, c'est-à-dire que le E, il fait ce trajet-là. Donc, de A à B est défini, alors d'abord, l'élément, c'est-à-dire l'infiniment petit au niveau de la circulation. DC est égal à EdL. C'est le produit du vecteur E par le vecteur déplacement dl, où dl désigne le déplacement élémentaire le long de la courbe gamma. C'est-à-dire, voilà mon champ, et je me déplace de A vers B, et donc le déplacement élémentaire c'est dl. Et là, l'élément de circulation est égal au produit de E de M par le vecteur dl. Donc E dl c'est quoi? On sait que E déjà c'est Q sur 4 pi epsilon 0 que multiplié par dl, eh bien est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 r carré que multiplié par le UR là, le vecteur E, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 r carré fois UR. C'est-à-dire ce E là, eh bien c'est cette intensité que multiplié par le vecteur unitaire UR. Elle est là. Que multiplié par dl. Eh bien, si on travaille dans le système de coordonnées sphériques, le dl est décomposable de la manière suivante. Par exemple, là, voilà, en coordonnées sphériques, j'ai UR, j'ai Uθ, voilà le point M, et j'ai U phi. Eh bien, dl dans ces conditions est égal à quoi? Est égal à dr fois UR, plus R dθ fois Uθ, plus R sinus θ d phi fois U phi. Alors, quand on effectue le produit UR par cette expression-là, eh bien, UR par UR là, bon, ça fait 1, c'est le module, et donc ça me fera tout simplement Q sur 4 pi epsilon 0 R carré dr, et les autres UR avec Uθ et U phi, ils sont orthogonaux, donc les produits sont nuls. Donc tout ça, ça ramène à quoi? La circulation élémentaire est égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré fois dr. Voilà, maintenant qu'on a défini la notion de circulation, eh bien, on va entamer la notion de potentiel. Et pour cela, d'abord, on va faire la remarque suivante, c'est que il y a conservation de la circulation des champs électrostatiques. Ça veut dire quoi? Ben, on a vu que DC est égal au produit de E par dl. Voilà, donc ça fait UR Q sur 4 pi epsilon 0 R carré UR fois dr. C'est un vecteur, donc, et dr lui-même est égal à UR fois dr, donc ça fait ce résultat-là, d'où le résultat final. On peut ramener cette expression comme étant la différentielle de moins 1 sur R, c'est-à-dire moins dVr. Voilà, donc on définit V, le potentiel électrostatique en M, créé par la charge Q, comme étant la circulation du champ E, le long de l'élément, la différentielle du potentiel, c'est l'élément de circulation de E par dl. Donc ce E là, ce signe moins, ce moins là, il vient de cette expression, c'est-à-dire de là. dV est différentiel du potentiel, donc moins dV de R est égal à, eh bien, est égal à cette expression Q dr sur 4 pi epsilon R carré. Eh bien, si j'intègre, là, je vais avoir
le V de R égale à Q sur 4 pi epsilon 0R plus une constante. Pour déterminer cette constante, on sait que le potentiel est égal à 0 à l'infini, donc on fait tendre R vers l'infini, on va trouver que C est égal à 0. Alors maintenant la circulation totale, donc on a défini la circulation élémentaire au niveau de dl. Maintenant la circulation totale c'est quoi? C'est faire la circulation de A jusqu'à B. Voilà par exemple de A jusqu'à B. Donc est égal à l'intégrale de dc, donc est égal à l'intégrale de ce qu'on avait par avant, et au bout du compte on arrive à quoi? À Q sur 4 pi epsilon 0 sur 1 sur RA moins 1 sur RB. C'est-à-dire, ce terme-là, c'est VA, et ce terme-là, avec celui-là, ça fait VB. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la circulation de E ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Lorsque je pars de B vers C, ou bien de A vers B, etc., ben, quel que soit le chemin suivi, que ce soit ce chemin-là, ou bien ce chemin-là, ou bien ce chemin-là, et bien le résultat final de la circulation, elle ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, c'est-à-dire VA moins VB. Voilà ce qui est de la circulation et du potentiel électrique. Alors maintenant, on va chercher de déterminer quel est le potentiel créé par une distribution discrète de charges. C'est-à-dire j'ai un ensemble de charges discrètes, voilà, qui se trouvent dans une zone donnée, et on veut déterminer le potentiel créé par cette distribution. Eh bien, le V, c'est une somme algébrique. V de M est égal à la somme des VI. Chaque charge va créer son V. Q1 va créer au point M V1. Q2 placé au point P2 va créer V2. Q1 placé au point Pn va créer Vn, etc. Et donc, le potentiel résultant, c'est la superposition des potentiels. Potentiel créé par une distribution continue de charge. Maintenant qu'on a vu de ce qui est la distribution discrète, on va passer aux distributions continues. Et on sait que pour les distributions continues, il y a trois types. Il y a la distribution linéique, dans laquelle, par exemple, on considère une poursuite et une portion de circuit, de courbe plutôt A jusqu'à B, portant une densité linéique de charge lambda de P, et un élément dl entourant un point P porte une charge dq égale. C'est-à-dire, voilà ma distribution linéique. Je me place en un point P. Ce point P, autour de ce point P, je définis un élément dl de longueur dl. Il porte la charge dq. Voilà. Donc, dq est égal à quoi? Avec une densité de charge qui est lambda, dq est égal à lambda fois dl. Si la distribution est constante, donc on ne va pas faire intervenir le point P. C'est-à-dire dq de P égale, etc., etc. Puisqu'il est constant, ça veut dire qu'il est la même partout. Seulement si la densité de charge entre ce point-là, P, et l'autre point, par exemple, P2, P3, etc., si la densité de charge change, dans ce cas-là, on est amené à écrire dq de P égale lambda de P que multiplié par dl de P. Voilà. C'est-à-dire dq est égal à lambda de P fois dl de P. Cette charge crée au point M un potentiel donné par l'expression. C'est-à-dire le dVm, le dV qu'on a vu tout à l'heure, c'était la charge Q sur 4 pi epsilon 0 R. Et bien maintenant, notre charge, c'est une charge élémentaire dq, elle est assimilée à une charge élémentaire, et bien ça fait dq sur, avec dq est défini par le produit lambda de P par dl, le tout sur R. Donc le potentiel créé en M par toute la distribution, c'est-à-dire le potentiel créé là par toute cette distribution, est égal au potentiel créé par ce dl, plus le potentiel créé par ce dl, plus, etc. Donc c'est une intégrale, puisque c'est une distribution continue, donc c'est une intégrale de A jusqu'à B. V de M égale l'intégrale le long du trajet gamma de dq sur égale à cette expression. Là, juste pour vous donner un exemple, là, par exemple, supposons qu'on a un arc de cercle. Voilà, un fil uniformément chargé de lambda, voilà, et il a cette forme dont le centre, il est là,
et on demande de calculer le potentiel là. Ben, il est simple là, puisque chaque élément, puisque la lambda est constant, je prends un élément quelconque dl, quelle est la charge qui lui correspond? C'est dq est égal à quoi? Est égal à lambda fois dl, voilà, et j'applique cette formule-là. dq est égal à quoi? Est égal à lambda fois dl. Et dl est égal à quoi? Eh bien, est égal à r fois dθ. Est égal à r fois dθ. Et je vais intégrer de ce point-là jusqu'à ce point-là, et ça me donne le potentiel. Donc, ça, c'est juste une indication. Mais on verra des exemples de ce type-là lors des vidéos des exercices. Alors maintenant, distribution surfacique. Non, la distribution surfacique. Alors le principe, il est le même. Donc je définis d'abord la densité de charge. Dans ce cas-là, c'est une densité surfacique par dq de p est égal dq sur ds de p. dq peut être assimilé à une charge ponctuelle, comme ça on peut appliquer cette formule directement. Donc, quelle est la charge dq? Eh bien, dq est égal à sigma de p fois ds de p. C'est une charge placée en p et on cherche quel est le potentiel qu'il crée en m. Donc, le potentiel élémentaire dv de m égale à, voilà, ma surface ds de p, voilà ma surface globale, voilà l'élément de surface qui porte la charge dq et il crée au point m, voilà, ce dvm, qui est exprimé en fonction de la densité surfacique, ρ de p fois ds de p, sur la distance pm, r ou bien, voilà, pm. Le potentiel, dans ce cas-là, le potentiel créé par toute la surface, c'est le potentiel créé par ce ds plus ce ds plus ce ds, c'est une fonction continue, donc le potentiel global obtenu en m est égal à l'intégrale double sur la surface de cette expression, c'est-à-dire, voilà, le potentiel créé par une distribution surfacique. Ici, juste la même chose, juste une indication. Voilà par exemple un disque uniformément chargé, et voilà, on vous demande de déterminer quel est le potentiel, le champ ou bien le potentiel créé au point M là. Eh bien, d'abord, je dois choisir mon élément de surface ds. Voilà par exemple un ds, c'est un petit rectangle comme ça là. Et bien il a cette largeur, ça c'est r, donc ça c'est dr. Il a une largeur dr, une longueur dθ, enfin une longueur dl est égale à quoi? Est égale à r fois dθ, voilà. Et donc le ds c'est quoi? C'est r dθ fois dr. Et quelle est la charge qu'il porte? Eh bien, le dq qu'il porte, c'est sigma fois r dr fois dθ, lorsque sigma est constant. Sinon, là, ça va être dq égale sigma de p fois r dθ dr, etc. Alors, et puis, on intègre, donc, j'introduis le dq ici, et puis je vais intégrer, et quels sont, je vais intégrer sur dr, rdr et sur dθ, pour trouver le potentiel créé par tout le disque. On verra ça dans des séances d'exercice. Distribution volumique. Toujours le principe est le même. J'ai un volume, distribution volumique de charge, voilà. J'ai le point M. Alors, d'abord on définit la densité volumique de charge par dq sur d, l'élément de volume. La même chose, on va considérer dq comme étant assimilé à une charge ponctuelle pour pouvoir appliquer la forme, la formule du potentiel, voilà. Donc, dq, la charge portée par cet élément dv est égale à ρ, cette fois c'est ρ, de p fois dv de p. Et donc, l'expression de dv, l'élément de dv égale, je remplace dq par ρ de p fois dv de p. Tout sur r, c'est-à-dire sur pm. Voilà. Donc le potentiel, ça, c'est l'élément de potentiel créé par cet élément de volume dv. Maintenant, quel est le potentiel créé par tout ce volume-là? Eh bien, c'est v de m égale à cette constante intégrale triple sur ρ de p, dv de p sur r. La même chose ici.
Donc, un autre exemple là, voilà, admettons que j'ai un cylindre comme ça, puis on cherche par exemple à calculer, le potentiel sur l'axe Z, eh bien, je vais définir un élément de volume là, et à partir de cet élément de volume, eh bien, je vais intégrer sur toutes les variables qui constituent mon élément de volume. Donc, j'ai ici, eh bien, dr, voilà, j'ai ici, c'est r fois dθ, et j'ai dz. Donc, je vais avoir une intégrale triple sur ces trois variables. Donc, par exemple, l'élément de volume, c'est r dθ. R dθ, c'est ce côté-là, fois dr fois dz. Et donc, la charge portée par cet élément, voilà, s'il est constante, eh bien, ça fait dq égale r dθ, dr, z, etc. Voilà pour ce qui est du potentiel créé par des charges discrètes et des charges et des distributions continues. Alors, on va faire une première application sur le calcul du potentiel. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va considérer un axe au x, voilà, et on va placer au point O une charge plus 3Q et au point A une charge moins Q. Et on vous demande de trouver l'expression du potentiel électrostatique en tout point de l'axe OX, là, créé par les deux charges ponctuelles plus 3Q et moins Q, placées sur OX. Donc, j'ai plus 3Q là, j'ai moins Q là, voilà, et on va chercher le potentiel en un point quelconque. En un point quelconque, ça veut dire, là, j'ai trois régions. Et bien, j'ai la première région, c'est la partie négative, O, et là, la deuxième région, c'est la charge se trouve, calculer le potentiel d'un point qui se trouve entre O et A, et la troisième partie, c'est un point M qui se trouve au-delà, à droite de A. Alors, je rappelle simplement qu'en présence de plusieurs charges électriques, on avait dit que le potentiel est égal à quoi? C'est le potentiel résultant, c'est la somme des potentiels créés par chaque charge au point considéré, au point en question. Alors, je vais considérer le premier cas, c'est-à-dire x supérieur à A. Je me trouve là, dans cette zone-là. Voilà, c'est-à-dire c'est le cas de M1. Et quel est le potentiel créé par plus 3Q en M1 et le potentiel créé par moins Q en M1. Alors donc, M est à droite de A, M égale X, et quand je dis à droite, pour être plus précis, ma droite à moi, c'est-à-dire il se trouve dans cette région-là. Donc le potentiel créé en M1 par 3Q, là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3Q sur 4 pi epsilon 0 OM. On a dit OM égale X, c'est-à-dire sur X. Le potentiel maintenant créé par moins Q1. Et c'est quoi? C'est V2 de M est égal à quoi? Est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0, la distance de là à là. C'est-à-dire quoi? Eh bien, si M, c'est OM, s'appelle X, eh bien, cette distance-là, c'est X moins A. Donc, c'est moins Q sur 4 pi epsilon 0, X moins A. Dans ce cas-là, le potentiel global créé en M1 par les deux charges, eh bien, c'est ce V1 de M plus V2 de M, c'est-à-dire Vx de M égale à Q sur 4 pi epsilon 0, 3 sur X moins 1 sur X moins A. Alors maintenant, on va passer à une deuxième zone. Considérons maintenant la deuxième zone, c'est-à-dire X compris entre O, ou bien 0, et A. Voilà, dans cette zone-là. On cherche le potentiel créé par plus 3Q au point M2 et moins Q au point M2. Alors le potentiel créé par la charge 3Q au point M2, c'est V1, et bien OM, voilà. Donc puisque maintenant notre point M il est là, ça veut dire voilà X. Donc V1 de M égale à 3Q sur 4 pi epsilon 0 X. Maintenant quel est le potentiel créé en M2 par moins Q? Alors, moins Q, ça veut dire quel est le potentiel créé par moins Q au point M2? Eh bien, c'est moins Q sur 4 pi epsilon 0 et la distance
de là jusque là. La distance de là jusque là, puisque ça c'est A, et ça c'est X, donc c'est A moins X. Voilà, A moins X. D'où le potentiel global est égal à V1 de M plus V2 de M, c'est-à-dire M2, voilà, et bien est égal à cette expression. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où X est inférieur à 0. X inférieur à 0, ça veut dire que je me trouve là. Voilà. Donc, M est à gauche de O, c'est-à-dire ma gauche à moi, voilà, il est là. Et bien, quel est le V de M là? Donc, le potentiel créé d'abord par 3Q au point M. Donc, potentiel créé en M3 par 3Q est égal à, eh bien, 3Q 4P epsilon moins 3Q 4P epsilon 0 X, puisque X est négatif. Donc, en M égale X. Le potentiel créé en M3 par moins Q, eh bien, est égal à moins Q. Et quelle est la distance de là jusque là? Ben, c'est A moins X. Et comme X est négatif, donc c'est équivalent à A plus la valeur absolue de cette distance-là, c'est-à-dire la valeur absolue de X. Voilà, donc c'est moins Q sur 4 epsilon 0 A moins X. D'où le potentiel global, voilà, est égal à moins Q sur 4 epsilon 0, 3 sur X, plus 1 sur A moins X. Donc voilà les trois cas. Maintenant, on a introduit par avant la notion de champ électrique et on vient d'introduire la notion de potentiel. Quelle est la relation qui existe entre champ et potentiel? Alors, on a vu, lorsqu'on a introduit la notion de circulation, le potentiel électrique a été défini par la relation suivante, c'est-à-dire l'élément de circulation DC est égal à E, le produit du vecteur E par le produit de l'élément du vecteur déplacement DL. Égal, on a vu qu'elle est égale à moins dV. Or, mathématiquement, cette relation se traduit automatiquement par E égale à moins grade V. Le champ dérive du potentiel. C'est-à-dire, si E, voilà, si le champ E a pour composante cartésienne EX, EY, EZ, voilà, et l'élément de déplacement DL a pour composante DX, DX, DY et DZ, eh bien le produit EDL est égal à, voilà, EX, DX égale, qui est égal à, puisqu'on a moins DV, eh bien est égal à la dérivée partielle par rapport à X dx, la dérivée partielle par rapport à Y, etc. En égalisant les deux expressions, eh bien on obtient, dans le cas d'un repère cartésien, EX égale à moins dV sur dx, EY est égal à moins dV sur dy et Z moins dV sur dz. Voilà, lorsqu'il s'agit d'un repère cartésien. Maintenant, le principe il est le même. Le gradient peut être exprimé dans d'autres systèmes de coordonnées avec autres que les coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire, si on est en coordonnées cylindriques, par exemple, comme là, et bien voilà l'expression du gradient dV. Et si on est en coordonnées sphériques, voilà l'expression du coordonnées sphérique comme indiqué sur ce repère-là. Voilà. Alors, on va faire une petite application de l'application de E égale moins grade V. Prenons l'exemple d'un disque uniformément chargé. Voilà un disque uniformément chargé, là. Et puis, on cherche le potentiel en un point de l'axe du disque vaut pour Z égale à 0 cette expression. C'est-à-dire, le potentiel est déjà calculé. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? On veut vous montrer juste l'applicabilité de E égale moins grade V. C'est-à-dire, j'ai cette situation et je connais le potentiel et on me demande à partir de ce potentiel déterminer le champ. Donc, le champ, si je cherche à le déterminer par la méthode classique, donc voilà, je prends l'élément DS sans symétrique, le résultat c'est un champ qui est dirigé suivant Z puisque j'ai une symétrie là, voilà, et puis je vais faire le calcul classique pour déterminer E.
Voilà. Maintenant, nous, on connaît le potentiel et on veut, au lieu de faire ce calcul-là, déduire quelle est l'expression du champ dans ce cas-là. Eh bien, puisque dans l'expression du potentiel V, eh bien, V ne dépend que de Z. Voilà. Donc, mon champ E, qui est normalement caractérisé dans un repère cartésien par EX, EY, EZ, EX égale à quoi? Eh bien, est égal à moins dV de Z sur dx. Et bien, comme V ne dépend pas de X, donc elle est égale à 0, EY, c'est la même chose par rapport à Y. Comme E ne dépend pas de Y, est égal à 0. Et enfin, la composante EZ, moins dV sur dz, voilà, et bien, on va trouver cette expression-là. Donc, voilà, lorsqu'on connaît par exemple, dans un cas, le potentiel, on peut déduire, par la relation E égale à mon grande V, l'expression du champ. On retrouve le résultat que l'on obtient par un calcul direct du champ. Donc, on aura, dans des vidéos futures, à calculer le champ électrique de cette configuration, et on va voir qu'on va trouver la même chose, cette expression. Deuxième application, il y a toujours la même chose, au lieu d'avoir une distribution surfacique, cette fois j'ai une distribution linéique, c'est-à-dire j'ai un anneau là, un fil chargé uniformément qui a une forme circulaire. Eh bien, quel est le potentiel là? Non, le calcul du potentiel est simple parce que tous les points se trouvent à la même distance par rapport à M, voilà. Et comme le fil a une densité de charge lambda supérieure à 0, elle est constante, donc le potentiel eh bien, est égal à quoi? Voilà, on va trouver V de M égale à cette expression-là. Alors maintenant, connaissant cette expression, comment déduire le champ? La même chose, E égale moins grade V. Eh bien, je fais la même chose, E égale à EZ égale à, puisque j'ai une symétrie, voilà, donc ça veut dire que le champ est dirigé suivant l'axe Z. C'est-à-dire que je n'ai pas de composante suivant X, ni de composante suivant Y. Donc, je n'ai que le E qui est égal à EZ est égal à moins dV sur dz. Eh bien, voilà l'expression du champ électrique. Si on utilise l'élément dl, qui lui correspond à une charge dq est égale à lambda fois dl, et que je calcule le champ, eh bien, on va trouver cette même expression-là. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles. C'est quoi une surface équipotentielle? Une surface équipotentielle est définie par l'ensemble des points, ou bien c'est une région où la valeur du potentiel électrique est la même. En n'importe quel point de cette surface, le potentiel est égal à une valeur constante. Donc les surfaces équipotentielles sont en tout point orthogonales aux lignes de champ. C'est-à-dire, voilà, on a défini par avant une ligne de champ, elle est là, voilà une ligne de champ, une deuxième ligne de champ, etc. Donc, et on avait dit que dans le sens, quand on va, par exemple ici, V1 est supérieur à V2. Si je définis une autre surface potentielle, et bien V3 elle va être inférieure à, parce que j'ai la décroissance dans ce sens-là. Alors, pourquoi les lignes de champ sont orthogonales aux surfaces équipotentielles? Considérons deux points M et M' d'une surface équipotentielle. Voilà, j'ai cette surface-là, et j'ai ces lignes de champ, et je prends une ligne de champ et une autre ligne de champ infiniment voisine. Voilà, une autre ligne infiniment voisine, c'est-à-dire la distance dr là. Voilà. Donc, on a M', c'est-à-dire l'élément de déplacement M', est égal à dr. Et comme ça veut dire, je prends le dl sur une surface équipotentielle. Donc, de là à là, j'ai dl, qui est égal à, le vecteur dl est égal à 1 au vecteur dr, mais le dv correspondant est égal à quoi? Puisque c'est une équipotentielle, ça veut dire que le dv est égal à, c'est une constante, donc le dv est égal à 0. Comme dv est égal à grade v dr, et quand on sait que E également grade v, ça veut dire que le produit des vecteurs E par le dr est égal à 0. Donc ceci veut dire que les lignes de champ sont perpendiculaires ou surfaces équipotentielles.
Alors maintenant, un exemple de surface équipotentielle. Donc, je prends une charge, là, quelconque, voilà, positive. Ça veut dire les lignes de champ sont divergentes, voilà. Et je me place en un point quelconque. Ici, par exemple, R, à la distance petit r de Q. Voilà. Quel est le potentiel créé par cette charge en ce point-là, ou bien en celui-là, etc. à distance R? Eh bien, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. Voilà. Et comme, si je cherche quel est l'équipotentiel en ce point-là, eh bien, c'est l'ensemble des points qui ont le même potentiel. Donc, ça veut dire que pour avoir ce terme constant, eh bien, il suffit d'avoir R constant. Donc, c'est un cercle. Pour l'équipotentiel qui passe par A, c'est un cercle qui fait comme cela. Si, au lieu de R1, voilà, je prends R2, je vais avoir un deuxième équipotentiel. Et vous constatez, comme les lignes de champ sont divergentes comme cela, eh bien, elles sont toutes perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Donc, les surfaces équipotentielles, ce sont des sphères centrées sur la charge Q. Voilà, si on est dans l'espace. Si on est dans le plan, ça veut dire des cercles. Si on est dans l'espace, ça veut dire ce sont des sphères. Les lignes de champ, les normales ou surfaces équipotentielles. Les lignes qui divergent à partir de la charge Q. Voilà, sur ce se termine cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir de vos commentaires, vos remarques, vos questions. Mais aussi n'oubliez pas de mettre des likes, des abonnements et des partages. Merci pour votre attention et à